J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain, en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Gazette nationale ou le Moniteur universel, 14 janvier 1839, découverte de M. Daguerre. Cette découverte de M. Daguerre est depuis quelque temps un sujet de merveilleux récits. L'artiste, à qui nous devons les ingénieux tableaux du diorama, s'était livré à l'étude des propriétés de la lumière avec cette ardeur et cette patience qui n'appartiennent qu'au génie. Après 14 ans de recherche et d'essais, il était parvenu à recueillir et à fixer sur un plan solide la lumière naturelle, à donner un corps à l'empreinte fugitive, impalpable, des objets réfléchis dans la rétine de l'œil, dans un miroir, dans l'appareil de la chambre noire. Figurez-vous une glace qui, après avoir reçu votre image, vous rend votre portrait ineffaçable, comme un tableau et bien plus ressemblant. Voilà, disait-on, la merveille inventée par M. Daguerre. Là-dessus, les incrédules de sourire, et les savants superficiels de réduire cette miraculeuse invention à une expérience vulgaire de chimie. C'est impossible, c'est absurde, disent les uns. Rien de plus simple, disent les autres. Ne sait-on pas qu'il existe des substances qui subissent sensiblement l'action de la lumière et qui en conservent l'empreinte? Le sulfate d'argent, par exemple, n'a-t-il pas la propriété de s'altérer au contact des rayons solaires, au point de retenir la figure des objets qu'il regarde? Quel est le secret de l'inventeur? Quelle est la substance douée d'une si étonnante sensibilité que non seulement elle se pénètre de la lumière, mais qu'elle en conserve l'impression, qu'elle opère à la fois comme l'œil et le nerf optique, comme l'instrument matériel de la sensation et comme la sensation même? En vérité, nous n'en savons rien. M. Arago et M. Biot, qui ont fait à l'Académie des sciences des rapports sur les effets de la découverte de M. Daguerre, ont renoncé à en définir les causes. À chaque tableau mis sous nos yeux, c'était une exclamation admirative. Oh, quelle finesse de trait, quelle entente du clair-obscur, quelle délicatesse, quel fini, que cette étoffe est moelleuse. Voici une Vénus accroupie, vue sous différents aspects, comme ces raccourcis sont rendus. C'est la statue elle-même, c'est un vrai trompe-l'œil. Tout cela est admirable, mais, disons-nous, qui nous assure que cela n'est pas l'ouvrage d'un habile dessinateur? Qui nous dit que vous ne nous montrez pas des lavis au bistré ou à la sépia? Pour toute réponse, M. Daguerre nous met une loupe à la main. Alors, nous apercevons les moindres plis d'une étoffe, les lignes invisibles à l'œil nu d'un paysage. À l'aide d'une lorgnette, nous rapprochons les lointains. Dans cette masse de construction, d'accessoires, d'accidents imperceptibles dont se compose cette vue de Paris, prise du pont des Arts, nous distinguons les plus petits détails, nous comptons les pavés, nous voyons l'humidité produite par la pluie. La découverte, au point où elle est déjà parvenue, à en juger par les produits que nous avons vus, fait présager des conséquences d'une grande importance pour l'art et pour la science. Quelques personnes s'en sont inquiétées en considérant qu'elle ne laisserait plus rien à faire aux dessinateurs et peut-être un jour aux peintres. Il nous semble qu'elle ne saurait être préjudiciable qu'à l'industrie des copistes. Nous n'avons pas ouï dire que l'invention du moulage sur nature et celle du physionotype ait porté ombrage au génie de la statuaire. La découverte de l'imprimerie a fait grand tort aux scribes, mais non pas aux écrivains.